Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans ce nouveau format de vidéo de notre sélection de jeux solo donc sur le mois. Donc je réalise avec Karine où nous allons alterner notre retour sur les jeux solo auxquels nous avons joué. Donc je débute avec Fight Iron. Donc j'ai fait une vidéo de partie solo sur la chaîne qui a plutôt bien fonctionné. Donc je suis assez contente. Donc n'hésitez pas à la voir si cela peut vous intéresser. Donc Flight Iron, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc on a fait une partie en duo avec Karine et j'ai fait plusieurs parties en solo. Donc là je vous donne mon avis sur le solo. Donc d'abord quelques petits points de critique avant de passer sur mon avis général sur le jeu. Au niveau des règles, au début je me suis dit ah bah c'est très clair, il n'y a pas de souci, j'ai tout compris et puis je me suis rendu compte que j'ai fait une première partie avec des erreurs, deuxième partie avec des erreurs et petit à petit voilà, j'ai pu comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du jeu et surtout intégrer les différents éléments de règles. Même s'il n'y a pas non plus beaucoup de points à se souvenir, il y a quelques petits trucs qui pour moi n'étaient pas forcément très intuitifs et surtout qu'il fallait se souvenir qu'il fallait donc les réaliser. Alors peut-être que ça vient du fait que c'était peut-être un peu réparti de partout dans le livret ou peut-être que c'est juste moi qui ai mal intégré les règles. Mais voilà, il fallait que je me souvienne que je devais pas être au même endroit que l'adversaire, qu'à chaque fois que l'IA était lui sur ma case, que lui pouvait venir y récupérer des points de victoire, qu'on a un maximum de cartes aussi à mettre par colonne, donc c'est 3 cartes maximum, dont une carte d'écrit maximum par colonne, que les décrets scoraient à la fin, donc ça pour moi c'était pas du tout clair dans les règles, parce que des fois c'est précisé scoring à la fin et des fois c'était pas précisé. Donc moi je me suis dit bah là du coup ça score à chaque fois vu qu'il ne précise pas. Là, il précise pas dans le détail, après peut-être qu'il précise dans un point de règle spécifique, même si j'ai pas retrouvé cet élément-là. Aussi, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'est le système au niveau donc du plateau et au niveau des couleurs des cartes en fait, hein, des cartes villes. Donc on a le plateau qui est là. On a nos cartes déjà qu'il faut positionner donc par rapport à l'indication qui est derrière et par rapport à devant, parce que là comme vous voyez c'est la 5e avenue, alors que là c'est la 22e street. Donc quand on positionne les cartes, on positionne bien par rapport au verso. Donc celle-là, elle va là. Donc là je vais dans la 5e avenue et je vais potentiellement récupérer, si je le souhaite, la carte 22e street. Donc cette carte-là, elle va aller sous ma colonne 22e street, enfin soit en haut, soit en bas. Mais voilà, ça moi au début j'avais pas, j'étais un peu perturbée entre je suis dans quelle rue, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le nom qui est marqué donc sur ma carte ou pas. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais pas forcément capté que je devais mettre rattaché du coup au même nom de rue. Donc soit j'y mettais aléatoirement, soit je me disais bah j'ai pris ça à 5e avenue, donc je dois le mettre sous la colonne 5e avenue. Sinon, surtout le gros point pour moi qui m'a posé un petit peu de difficulté, mais surtout qui a un peu impacté le jeu, c'est au niveau de l'iconographie. Je trouve pas ça forcément très clair et très intuitif. Et surtout qu'il y a quand même pas mal d'informations dans le livret de règles, d'explications donc sur les icônes, hein, que ce soit sur les cartes, sur le plateau, sur les cartes d'écrit. Et il faut également rechercher un peu. Il n'y a pas forcément de récapitulatif à la fin. Donc à chaque fois, je devais rechercher dans le livret de règles pour savoir à quoi ça correspondait et en quoi ça consistait. Voilà, donc à part ces petits trucs-là, mais bon, les points de règles, une fois qu'on a intégré, c'est bon. Hein. Et l'iconographie, petit à petit, on finit par s'habituer, même si je trouve que ça reste quand même pas très intuitif. Sinon, donc une fois que ça c'est tout bon, le jeu il s'enchaîne très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé réaliser mes différentes parties. Moi, je le trouve assez difficile. Hein. J'ai mis du temps à réussir à vaincre du coup l'adversaire.
Mais du coup, j'aime bien parce que ça permet de se mettre en place des stratégies, de se dire: «Bah là, j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut surtout, que j'essaye, qu'est-ce qu'il faut que je teste?» Parce que quand c'est trop simple, bon bah, c'est «clôturé» pour moi entre guillemets, hein, le jeu. Une fois que j'ai gagné, ça m'intéresse un peu moins, donc pour moi, c'était quand même intéressant que ça soit pas facile. Pour moi, il y a pas mal de rejouabilité, que ça soit donc, dans les différentes, tuiles déjà que l'on positionne pour les étages. Parce que du coup, on les met, pas tous en début de partie, donc il y en a davantage, dans la boîte, même si ça change pas non plus des masses, mais ça donne quand même une petite variabilité. Les décrets aussi, on les a pas tous, donc les décrets, ça permet vraiment quand même de faire un scoring à la fin de la partie. Et puis, on a les petites tuiles aussi comme ça, les petites tuiles bonus, mais pareil, hein, c'est pas non plus une grande variation par rapport à ça. Voilà, mais surtout ce qui va pour moi, changer beaucoup en termes de rejouabilité, ça va être les plateaux. Je trouve que les plateaux individuels sont vraiment bien faits, parce que, bah, en fait, il y a très, très peu de changements sur le plateau. C'est donc la première colonne qui va changer en termes d'action. Donc les plateaux sont recto verso avec une phase plus, on va dire, standard, hein, plus simple, où du coup tout le monde va avoir les mêmes actions, mais dans un ordre différent au niveau du scoring des piliers, donc je vais y revenir. Et une autre côté où chaque plateau va avoir un effet spécifique. Donc là, par exemple, c'est par rapport au journal ou par rapport au plateau donc de la cité. Alors, je trouve ça très intéressant le fait que ça soit quand même très similaire, parce que ça évite de trop se prendre la tête sur les icônes et sur les points de règles sur les indications sur le plateau. Et le fait que ça soit différent d'une colonne à l'autre par rapport au pilier. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que les cartes ne vont pas avoir le même impact. L'adversaire aussi, l'IA, est très très simple à gérer. Et puis, bah, comme ces cartes sont retournées de manière aléatoire, il va aussi jouer de manière très différente d'une partie à l'autre. Donc pour résumer, hein, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé mes parties. J'ai trouvé vraiment intéressant. Donc voici pour mon retour sur Fighter. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé sur ce jeu. De mon côté, je vais vous parler de Megalopolis, qui est du coup un microgame. C'est le seul qui me faisait vraiment de l'œil. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Pour ma part, je l'ai pris pour le solo. Les règles sont les mêmes en réalité, qu'on soit seul ou à plusieurs. Notre objectif va être d'ordonner les cartes qu'on va piocher petit à petit, qu'on va pouvoir poser. Toujours à l'horizontale, par contre, on peut les placer sur les autres cartes. On va avoir à côté des objectifs, on en a de base 2 qui sont tout le temps présents, qui nous permet de marquer des points en fonction de notre plus grand arrondissement. Alors ici, il n'y a pas grand-chose, mais par exemple, les bleus, on en a 3 et les oranges, on en a 2. On va réduire notre score en fonction du nombre de routes qu'on a. Et ça, je dois vous avouer que c'est assez compliqué. Mais globalement, les deux, pour moi, en général, s'annulent à peu près. Et ensuite, on va piocher 3 cartes aléatoires, parce qu'en fait, derrière chaque carte qu'on va avoir, il y a un scoring, un objectif différent. Donc au début de la partie, on en pioche 3 aléatoirement qu'on met sur le côté. Les points qui sont écrits ici, ça va être le score qu'on va devoir atteindre. Et du coup, après, on calcule notre nombre de points et on compare si on a atteint ce score ou non. J'ai fait 3 parties, mes 2 premières parties, je les ai gagnées et celle-ci, je l'ai perdue à très peu de points. Chaque fois, c'est assez juste, c'est à 2-3 points d'écart que j'arrive au score. Je suis contente parce que c'est vraiment un micro-game qui me plaît beaucoup. En général, je trouve que c'est vite lassant. Là, il y a quand même pas mal de rejouabilité sur les scorings. On n'a pas tout le temps la même chose à faire. Au début, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué de se souvenir des scorings, mais vu qu'on en a tout le temps 2 identiques, ceux-là, on les connaît et on a, entre guillemets, juste à faire attention quand on fait notre ville. Et aussi, les 3 villes du coup que j'ai faites sont toutes différentes. Ici, du coup, je suis très élargie, j'ai pris toute la longueur parce que j'avais un scoring qui me demandait de faire le plus de bleu, de quartier commercial sur une ligne ou une colonne. Les autres étaient plutôt carrés et voilà, ça change beaucoup en fonction des scorings qui nous sont proposés. Donc ce sont des parties courtes et surtout ce qui est bien, c'est que quand on a fini notre partie et qu'on a tout calculé, et ben c'est très simple de ranger le matériel ou de recommencer une nouvelle partie. Vous voyez, il y a juste à enlever du coup les cartes ici, on conserve toujours les 2 de base en haut, on mélange tout, on en repioche 3 et c'est reparti pour une nouvelle partie. Donc c'est vraiment un microgame que je vous conseille, voilà, pour 8 €, c'est quand même une très belle proposition
et je trouve que c'est plus intéressant que d'autres que j'ai pu jouer auparavant. Le deuxième jeu que j'ai à vous conseiller, c'est Hive Frontier. Alors je n'ai pas le jeu parce que c'était une location et que du coup je l'ai rendu, mais j'avais fait une vidéo qui va bientôt être publiée. Hive Frontier, c'est l'un des jeux où, à vrai dire, presque le jeu le plus compliqué sur Board Game Geek, parce qu'on est vraiment proche de la simulation. Notre objectif, ça va être d'envoyer notre fusée dans l'espace pour atterrir à différents endroits. Donc on a des planètes comme Mars, mais on a aussi plein de petits sites sur lesquels on va pouvoir aller pour construire notre usine, se ravitailler, etc. Notre première étape, ça va être de construire la fusée. Pour ça, on va dépenser de l'aqua, donc ces petites billes bleues ici, pour acheter des cartes en haut. Pour construire notre fusée, on va avoir besoin de plusieurs composants, dont un propulseur, pour pouvoir avancer. Le propulseur a souvent besoin de radiateurs ou d'un générateur. On va aussi avoir des robonautes qui vont notamment nous servir à explorer des sites. Et on va également avoir besoin de matériel pour construire des usines sur ces sites qu'on aura explorés. Une fois que notre fusée est construite, on va pouvoir la mettre du coup au niveau du LIO, donc ça va être là où on va pouvoir lancer notre fusée, et on va devoir calculer la distance qu'il va y avoir. Donc en fait, toute la première partie de création de fusée est très très simple, c'est vraiment la partie très, très accessible, et la partie qui est plus complexe, c'est de calculer ce qu'on va avoir besoin pour faire le trajet. On commence avec notre fusée sur cet espace-là, le LIO, et si on veut aller sur Mars ici, on va devoir calculer le nombre de sauts violets qu'on va faire. Et il y a plusieurs petites règles, parce qu'il y a les points Lagrange qui ont des règles spécifiques. On a aussi les angles, comme ça je n'ai plus le nom en tête, qui vont aussi avoir leurs règles spécifiques. Et à l'atterrissage, il y a aussi des règles spécifiques. C'est vraiment cette partie-là qui va être plus complexe. Donc une fois qu'on a calculé le nombre de sauts qu'on va avoir, on va se baser sur le lanceur qu'on a. On va dire par exemple qu'on a le propulseur ici avec un coût de 2 aqua pour 3 sauts. Et s'il me faut faire au total 12 sauts, ça veut dire qu'il me faudra 8 aqua. Et du coup, on va compléter sur cette piste-là notre carburant. Le premier marqueur qu'on met, donc on a le marqueur sur le côté ici, le premier marqueur, c'est en fonction du poids de notre fusée. Sur les cartes, on a une valeur de masse ici qui peut aller de 0 à 6, il me semble, pour chaque objet qu'on emmène, qu'on crée, qui sont dans notre fusée. Donc là, du coup, moi j'avais un poids de 2 pour l'ensemble de ma fusée, et c'est la masse sèche. Donc je mets un premier marqueur. Et ensuite, en fonction du nombre de carburant qu'il fallait, donc 12, dans l'exemple que j'avais pris précédemment, et ben on compte. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y a le petit marqueur ici. Et du coup, il m'en fallu encore 2. Donc il aurait fallu que j'augmente jusqu'à ce niveau-là. En sachant qu'après, il y a l'atterrissage, etc. Je fais assez simple ici. Une fois qu'on arrive sur le site, si on a de l'équipage, on va récupérer le jeton qui est sur chaque emplacement spécifique. Donc là, j'avais déjà récupéré, je l'avais mis sur mon lanceur. Ça nous rapporte 1 point. Si on le ramène à la base, ça nous rapportera 2 points. Plus le marqueur est loin, en réalité, plus ça nous rapportera 2 points. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut aussi construire une usine, laisser une colonie, etc., qui vont nous rapporter des points en fin de partie. Tout cela va être un peu aussi régi par le cycle des tâches solaires, qui est ici, qui a une plus petite incidence, mais qui est en fait un décompte de parties. On va avoir comme ça 12 tours en 4 manches, ou 6 manches, suivant les scénarios auxquels on va jouer, et qui vont avoir chacun un peu des spécificités, qui vont être ici par rapport au lancer de dés qu'on va faire. Les lancers de dés, on les fait notamment au moment des événements ici, lorsque notre curseur, notre pion, passe la barre des événements. Et du coup, on fait ça 4 fois. Et ensuite, c'est la fin de la partie et on décompte le score. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 autres modules qui existent dans la boîte de base et qu'il y en a encore qui sont en dehors de la boîte. Au final, j'ai sûrement fait pas mal de petites erreurs de règles. Je pense que les plus connaisseurs me diront quand la vidéo sortira, mais j'ai beaucoup apprécié ma partie. J'ai aimé le fait qu'au final, la construction de ma fusée soit simple. La partie plus compliquée, c'est vraiment de calculer le trajet. Et je pense qu'au fur et à mesure des parties, ça devient quand même beaucoup plus simple. Et il y a des zones où ça nous aide un peu pour compter le nombre de sauts, etc. Mais c'est vrai que c'est cette partie-là qui fait le plus peur au début, et c'est un peu justifié. Par contre, la gestion du carburant fonctionne super bien. Je suis agréablement surprise par ce système qui a été fait, qui semble très complexe et qui est en fait très simple. Je pense que certains jeux pourraient d'ailleurs s'en inspirer
pour nous proposer en fait un suivi tout simplement d'actions ou de ressources. Ce qui est vraiment bien fait avec cette piste, c'est que plus notre lanceur va être lourd, plus il nous faudra de carburant pour avancer. Si notre lanceur est léger, il y aura besoin de moins de carburant et donc moins d'aqua pour rentrer chez nous. Alors en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir très chargé sur le site et qu'ensuite on va revenir. Et sur le site, il y a plusieurs actions qui nous permettent de nous ravitailler en aqua. Si on a réussi à mettre une usine, on a un certain nombre de carburants. Et si on n'a pas d'usine, eh ben c'est plus compliqué. Mais si on a un robonaute, on peut quand même en récupérer. Donc ouais, il y a pas mal de petites subtilités comme ça. La partie, il me semble, a duré 1h30. Là, la vidéo fait même 1h10. Et du coup, je trouve que c'est un bon format, surtout que c'était ma première partie. Je trouve que c'est vraiment un très très bon format. J'ai malheureusement pu faire qu'une seule partie, donc comme je vous l'ai dit, c'était une location, donc il a fallu que je rende. Mais c'est aussi un jeu qui demande énormément de concentration, du coup c'est compliqué de le sortir après le travail, surtout en solo, parce qu'à la limite à plusieurs, comme on se répartit la charge mentale par rapport aux règles, etc. Je pense que ça va être plus simple, mais en solo c'est assez compliqué tout de même de le sortir si on a déjà eu une grosse journée. C'est un jeu que je vais quand même garder de côté en wishlist parce que j'ai beaucoup apprécié ma partie. C'est un jeu aussi qui prend énormément de place. Alors là pour la vidéo, j'avais tout mis du coup sur le plateau et par moment je devais changer un peu la disposition si je voulais voir ailleurs. Donc ça pour moi c'est un petit bémol. Donc voici mon retour sur iFrontier. Autre jeu, donc Come Sail Away, un jeu édité par Sashi et Sashi, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir des 10 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Donc dans Come Sail Away, vous allez devoir agencer au mieux le placement des différents voyageurs sur le paquebot pour essayer d'optimiser le plus de points en fin de partie. Certains voyageurs vont avoir des exigences particulières. Il va falloir essayer d'y répondre pour pouvoir scorer un maximum de points. Donc là, par exemple, vous avez des cartes personnages, des cartes voyageurs qui arrivent. Il faut les positionner soit dans cet ordre-là, soit dans cet ordre-là, sur les différentes tuiles que nous avons sur le plateau. Celles avec une valise doivent être positionnées de préférence dans des cabines avec valise. Quand on score avec une valise, on peut avancer le tableau de scoring ici. Plus on avance, plus on gagne de points de fin de partie. Et ça nous permet aussi de faire des actions supplémentaires. On va débloquer également des tuiles progressivement qu'on va positionner sur le côté, qui nous permettent donc de scorer davantage de points. Alors, au niveau de mon avis sur le jeu, je trouve que c'est un jeu déjà qui est assez simple à prendre en main. Au niveau des règles, c'est assez clair. Le solo, c'est plutôt bien fait parce que vous avez les règles multi au début, les règles solo à la fin, mais ils reprennent vraiment chacune des parties en indiquant qu'il y a une modification. Donc ça évite de devoir relire forcément tous les éléments dans le multi. On peut donc jongler pour voir les parties qui sont différentes entre le solo et le multi. Ça aurait été bien une petite astérisque supplémentaire, juste pour qu'on sache, par exemple, je ne sais pas qu'à la partie numéro 5, le solo va être différent au lieu de jongler dans les pages. Au niveau de la rejouabilité, au niveau du contenu du jeu, on a pas mal de tuiles différentes qui font des actions spécifiques. Là, par exemple, il faut mettre des personnages bleus. Là, il va falloir mettre 2 personnages rouges, enfin, de couleurs identiques, pas forcément rouges, mais là, du coup, 2 personnages rouges. Et là, 2 autres personnages identiques. Donc là, ce sont des verts. On a des tuiles où il y a vraiment des dessins qui sont différents sur tous les fauteuils, où là, il faut mettre un personnage de chaque couleur. Donc, pas mal de différences de rejouabilité dans le terme de contenu pour les tuiles. En plus, on va les positionner de manière aléatoire. Donc, ça va vraiment changer d'une partie à l'autre, vu qu'on n'a pas le choix en termes de positionnement des voyageurs. C'est forcément dans un sens ou dans l'autre. Donc, on les positionne de manière adjacente par rapport aux tuiles. On peut aussi en mettre dans le hall. Mais voilà, c'est plus pour éviter de perdre des points qu'autre chose. Il y a également un très très gros paquet de cartes où on ne joue pas avec tout.
Je sais pas, 64, voilà, donc il y a un nombre de tours quand même qui est réduit, donc on joue avec très peu de cartes. Donc en termes voilà, de rejouabilité, on va pas du tout tomber sur les mêmes cartes. Et de toute façon, vu que l'agencement d'études est différent, c'est réellement différent d'une partie à l'autre. C'est un jeu pour moi donc qui pousse à la réflexion parce que c'est pas non plus très simple de scorer au maximum de points. Donc on va devoir réfléchir pour essayer d'optimiser un petit peu nos actions. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément que je valide trop vite les différentes cases. Parce que si une case est vide, par exemple là, si je dois faire, si jamais je vais passer par là, là et là, et ben cette case-là me rapportera, enfin fera un voyageur mécontent qui ira sur une tuile spécifique, ce qui vaudra du coup -1 par voyageur mécontent sur la case. Donc voilà, donc c'est toutes les cases qui vont être retournées, ça va nous bloquer un petit peu pour le positionnement de nos voyageurs. Donc il y a une bonne optimisation à avoir par rapport à nos meeples, de savoir dans quel sens on le fait et par où on démarre, en sachant qu'en plus les meeples permettent de scorer des points aussi en fin de partie. Donc il y a toute une réflexion, je trouve, qui est faite sur la validation des tuiles, sur la validation de certains effets pour avancer sur la barre. Et puis on a également un autre élément qu'on ne voit pas là sur le dos de la boîte, qui est des objectifs qu'on doit valider quasiment donc à chaque tour, et qui permet aussi de scorer 3 points. Donc vraiment réfléchir à tout ça, je trouve ça très intéressant. Après, un petit point un petit peu plus de critique. Visuellement, c'est pas forcément très beau, mais pour le coup, c'est très facile donc à se repérer. Donc voilà, je nuance un petit peu là-dessus, même si je j'accroche pas trop visuellement. On a le choix entre seulement 2 cartes aussi à chaque tour. Bon voilà, c'est mon côté un peu frustré des fois de me dire, bon, je préférais optimiser un petit peu plus. J'aurais peut-être aimé, je sais pas, des petits, jetons ou bonus à débloquer progressivement pour pouvoir faire un ordre différent ou pouvoir agencer différemment les personnages. Mais sinon, voilà, plutôt un très bon retour sur Come Sail Away avec donc un très très gros contenu dans la boîte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur une sélection de jeux solo sur le mois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les jeux auxquels vous avez joué et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.